Salut, Chloé. Du coup, moi, je vais peut-être commencer par une question un peu basique. Oui. Par rapport à ce goût pour le cinéma, d'où ça vient, comment vous avez évolué après par rapport à ça? Si c'est quelque chose que c'était plus depuis tout petit. C'est pas depuis toute petite, mais moi j'ai une famille un peu. J'ai une famille qui vient du milieu du. Enfin, je suis grandie dans le milieu du théâtre plutôt. Mon père il s'occupe du théâtre des Pays de la Loire, que vous connaissez peut-être, du coup ils sont basés à Cholet. Et du coup, bon, bah, c'est vrai ils sont aussi assez branchés cinéma quand même. Donc j'ai vu pas mal de films quand j'étais petite. Et puis, et j'en ai vu de plus en plus au lycée. Et au lycée, je faisais partie d'un genre de club, d'atelier vidéo. Et on réalisait des courts-métrages que tout le monde avait un peu la flemme de monter d'ailleurs. Et du coup, c'était toujours moi qui faisais, parce que moi, ça m'amusait plutôt. Et donc, je commençais à vachement m'intéresser au montage et à voir de plus en plus de films pour le montage. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait le plus quand je regardais des films. Et du coup, en fin de lycée, je crois, je me suis renseignée sur les écoles de cinéma, j'ai repéré la FEMIS parce qu'il y avait une section montage. Et il fallait un bac+2. Donc là, j'ai un peu navigué, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait un peu de bac, j'ai fait un début de prépa littéraire. Bon, je suis pas restée. Et voilà. Et donc, après quelques années comme ça, j'ai passé le concours 2 fois. Et puis, la deuxième fois, je l'ai eu. Donc, après, j'ai fait 4 ans de FEMIS en montage. Et voilà. Et maintenant, je fais du montage et de la réalisation. Je fais les deux. Bah, déjà, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, ça m'a donné envie de faire des films. Alors que moi, je rentrais pour faire seulement du montage. Ça va pas non plus enlever l'envie de faire aussi du montage pour d'autres gens, mais en fait, c'est en faisant. Parce que la dernière année, elle est consacrée à notre travail de fin d'études, où on est censé explorer quelque chose qui nous intéresse dans notre métier. Et en montage, on a une petite contrainte, c'est qu'on doit mélanger des images qu'on crée avec des images qu'on ne crée pas. Travailler avec des matières d'images un peu hétéroclites comme ça. Donc moi, j'ai réalisé mon film, mon premier comme ça, dans le cadre de cet exercice-là de fin d'études. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà. Donc ça, déjà... Et la FEMIS a ça quand même de bien, c'est que même si on rentre dans une spécialité, les choses ne sont pas étanches, tout le monde peut faire un film là-bas. C'est pas parce que tu n'es pas en réalisation que tu n'as pas le droit, quoi. En tout cas, alors peut-être que les choses évoluent après, mais quand moi je suis rentrée en 2010, ils nous présentaient vraiment ça comme un laboratoire. On pouvait emprunter toutes les caméras qu'on voulait. Moi j'habitais juste à côté en plus, donc j'avais la clé d'une salle de montage. Je pouvais venir le soir, le week-end, faire tout ce que je voulais. J'ai aussi monté plein de films là-bas qui n'avaient rien à voir avec l'école. C'est très pratique en fait. J'ai passé 4 ans à monter des films et je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. En plus, moi je venais de la fac où j'avais déjà fait beaucoup de théorie. Donc j'étais contente, moi, de cet aspect pratique. Et puis, on est très peu par promotion. Donc, il y a vraiment quelque chose... au bout de 4 ans, on se connaît très très bien les uns les autres. On a fait plusieurs films ensemble et il y a une émulation. Il y a une vraie émulation. Enfin, moi, je peux en dire que du bien. Après, il y a des gens qui en parleraient peut-être en moins bon terme que moi. Il y a des gens qui l'ont moins bien vécu que moi. Moi, ça m'a aussi appris à préciser ce que j'aimais dans le cinéma, pourquoi je faisais ça, à assurer mes goûts, enfin vraiment. Moi, j'ai connu bien dire sur la féminisme, mais bon. Et quel est le nombre d'étudiants dans la section montage? 6. 6, ah, d'accord. 6 par an. Donc, dans l'école, on est 24 au montage. Ouais. C'est le cas pour chaque section. À part en décor où ils sont moins, ils sont 3, je crois. Et en script, ils sont 4. Mais sinon on est 6 par section. Pour 1200 candidats au départ au concours, c'est ça? Oui. Enfin, pour 1200 en tout, toutes sections confondues. Oui. Dans la réalisation d'un film, quelle est la part du montage à ton avis? Pour moi, il y a une vraie réécriture, ce qui ne veut pas dire que... Pour moi, c'est une écriture, c'est une deuxième écriture. Les films en ont besoin de la même manière. Il y a des films qui ont des problèmes et qu'il va falloir vraiment résoudre, trouver des astuces, inverser des choses. Et puis parfois, c'est juste que
Le film sur papier, c'est pas le même que... Il peut pas... Enfin, pour moi, un montage peut pas être conforme au scénario dans le sens où entre-temps, il y a eu le tournage et qu'un tournage, c'est de la matière vivante. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il y a eu des comédiens, il y a eu des gens qui ont travaillé, qui ont du coup apporté de leur créativité. Et donc, au montage, il faut penser les choses pas à partir du scénario, à partir des rushs. Et du coup, ça bouge toujours. Ça bouge toujours et je trouve que c'est important. L'âge des sirènes, si on regarde la timeline de montage, je crois que les séquences, elles sont pas du tout. Bon, en plus, c'est une chronique, donc ça le permettait, mais pas du tout dans l'ordre qui était prévu. Ah oui. Ah non, absolument pas. Parce que finalement, en collant deux séquences qui n'étaient pas censées être collées, ça crée un sens nouveau et puis c'est peut-être plus intéressant que ce qui était prévu. Alors ça demande de prendre du recul et de réussir à repenser son film différemment. Mais c'est important. C'est important. Et c'est tout le temps le cas. Il y a toujours... Là, c'est pareil pour le long métrage. On avait un mur rempli de photos. On avait une photo par séquence et on a passé notre temps à les inverser, à faire du puzzle, quoi, pour imaginer d'autres manières de raconter. Au final, ça raconte souvent la même histoire, hein, mais il y a plusieurs manières de raconter et on peut vraiment faire beaucoup de choses au montage. C'est facile de déchirer une séquence qu'on a filmée, on a mis 3 jours à la faire et on voit que ça marche pas. Ça dépend des séquences. Il y a des séquences quand on n'est pas très content, qu'on a l'impression de les avoir ratées, c'est facile. Moi, j'ai tendance à me débarrasser de trucs un peu. Ah oui. Bah ouais, mais presque un peu trop facilement même, à pas donner la chance aux séquences quand l'expérience de tournage a été bonne. Et puis, il y a des séquences qu'on aime beaucoup, mais qui n'ont pas trop leur place dans le film, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Mais il faut savoir le faire, parce que ça ne manquera à personne, ça manque à personne, hein, à part à nous, quoi. Savoir le faire. Aujourd'hui, quels étaient tes projets et comment tu travaillais? Si tu travaillais à ton compte ou si tu étais dans dans une association ou une société de court-métrage? Alors, là, j'ai deux choses. En fait, du coup, comme je fais aussi du montage, là, je viens juste de terminer le montage d'un premier long métrage, quelqu'un qui s'appelle Romain Laguna. Donc ça m'a occupé tout l'automne. Et en fait, cet été, j'avais tourné un nouveau court-métrage, toujours à Noirmoutier, que du coup, j'ai mis en pause pendant que j'étais monteuse sur le long. Et là, je suis en train d'attaquer le montage de ça. Donc là, je suis en plein dedans. Je suis en train de faire ma première version de montage que pour l'instant, du coup, j'ai montré à personne. Donc c'est un moment un peu... On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais bon. Et en parallèle de ça, j'écris, ça prend du temps, je pense que c'est pas prêt d'être fini, mais j'écris mon premier long métrage que j'espère tourner un jour. Et du coup, pour répondre à ton autre question, pour tout ce qui est réalisation, je suis rémunérée, je suis engagée en fait en tant que réalisatrice ou auteur-scénariste par toujours la même boîte de production avec qui j'ai fait mes courts-métrages et avec qui on va faire le premier long. Et quand je suis monteuse, je suis engagée pareil par d'autres boîtes de prod et du coup, je suis intermittente en fait du spectacle. Donc je suis pas du tout auto-entrepreneuse. Je fais pas partie ni d'une asso ni rien. Je suis je suis intermittente quoi. Voilà. Ça grésille. Ça capte pas? C'est pas un grésillement, hein, c'est presque un petit chant, tu vois. Ça s'approche. Hein. C'est bizarre. Mais c'est quoi? Peut-être des sirènes. Des sirènes. Elles chantent, elles sont belles, les marins vont sur l'étrave, ils sautent à l'eau, puis disparaissent avec elles. En gros, on a commencé à écrire en été. On a tourné l'été d'après, le temps de financer, de préparer et tout. Et j'ai fini la post-production en février. Donc c'est ça, c'est 1 an et demi. Et pour un long métrage? Un long métrage, les temps de financement, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près 1 an. Donc le scénario est fini. Bon, après, il y a le temps d'écrire qui est plus long, évidemment. Mais et le temps de tournage est plus long, je dirais 2 ans, moi. Quand ça se passe bien, oui. Quand ça se finance rapidement. D'accord. Est-ce
que vous avez des dates pour rendre les films ou Pour les longs, pas trop. Après, souvent, les longs, par exemple, le long, ils sont en train d'attaquer le montage son, le mixage, l'étalonnage et tout, et ils vont se débrouiller pour être prêts. Tout le monde, en fait, se débrouille pour être prêt pour les gros festivals. Et sinon, non, les longs, ils n'ont pas de deadline. Moi, j'en ai en cours parce que, comme c'est préacheté par Arte, on s'est mis d'accord sur une date où je leur livrais, mais bon, ils sont cool, Arte. Hein, j'ai le temps. J'ai le temps, là, c'est cool. Merci. Ouais. Aussi, on se demandait par rapport, moi c'est une question que je me suis posée en tout cas, les relations avec les comédiens, parce que les textes, on a l'impression qu'ils sont pas écrits, il y a quelque chose de très naturel, qui est très agréable à regarder d'ailleurs. Et du coup, on se demandait s'il y avait des textes écrits ou si c'était une phrase et puis après l'acteur voyait comment... Ouais, c'est plutôt ça. En fait, il y a une trame et surtout en amont du tournage, bien en amont, même un mois avant, on a répété toutes les scènes. Et on les a répétées plusieurs fois. Et du coup, ils avaient quand même... disons qu'ils connaissaient bien les scènes, mais pas par cœur, dans le sens où ils n'avaient pas appris un texte par cœur. Effectivement, ça on l'a jamais fait. De temps en temps, ils ont des petites phrases à placer, parce qu'il y a des infos quand même de temps en temps dans les dialogues, donc ils ont de temps en temps une phrase à dire, ou quelque chose, j'avais vraiment envie que le personnage le formule, le dise. Mais sinon, la plupart du temps, ils ont en tête la substance de la séquence qui doit se passer, ce qui se passe entre les personnages, dans quel état émotionnel ils sont, mais ils n'ont pas de mots. Et effectivement, ils ont rien de précis à dire, ce qui ne veut pas dire que d'une prise à l'autre, ils ne font pas la même chose, parce que ça a tendance à assez vite quand même se mécaniser, et du coup, il faut trouver des nouvelles idées et tout ça, mais c'est pas du par cœur. Il n'y a jamais de par cœur. Si, ça, je pense qu'on n'aurait jamais été financé avec un scénario avec que des didascalies où on décrivait les scènes. Moi, j'adorerais. Pour mon film précédent, comme c'était un film d'école, c'était mon film de fin d'études pour la Fémis, j'avais vraiment écrit juste un descriptif des séquences, mais j'avais pas du tout écrit de texte. C'est un choix esthétique parce que ça donne un jeu effectivement assez naturel, naturaliste, mais c'est aussi parce que jusque-là, je travaillais qu'avec des comédiens qui n'étaient pas du tout des professionnels, qui étaient des gens de Noirmoutier en l'occurrence. Et je trouve ça très technique de pouvoir être naturel avec un texte appris par cœur, et quand on n'est pas comédien, je trouve qu'il vaut mieux servir de... Je trouve que tout l'intérêt de prendre des gens qui ne sont pas comédiens, c'est justement leur naturel, donc leur façon de parler, les mots qu'ils emploient, et donc ça me paraissait absurde de leur mettre des mots dans la bouche. Même si pour les financements, ouais, il faut écrire des dialogues. Alors, là, je dis Sirène, il y a une subvention de la région Pays de la Loire, comme on passe contournement en Vendée. Il y a une subvention de la chaîne Arte en préachat avant le tournage, donc tout ça, c'est de l'argent qu'on a pour tourner. Et il y a une subvention du CNC, du Centre National du Cinéma. Ouais, ça a permis de rémunérer tout le monde en priorité. Ça a permis aussi de tourner longtemps. On a tourné 16 jours, ce qui est quand même beaucoup. Pour un cours, c'est beaucoup. On a tourné 13 jours en été et 3 jours en hiver qui finalement ne sont pas montés. Il y avait normalement un petit épilogue en hiver. Et ça c'est ce qui est le plus cher en fait, la durée du tournage, parce qu'on loge toute l'équipe, puis c'est des gens de salaire et tout ça. Donc, mais après, on aurait pu choisir que du coup, on allait louer des grues et des drones et des machins. Mais moi, j'avais besoin encore une fois, parce que c'est des acteurs non professionnels, plus j'ai de temps, mieux c'est. Parce qu'on n'est pas dans l'efficacité, quoi. Je vous laisse avec Mathieu. Ok. Bonjour. Et c'est pas trop difficile de tourner avec des acteurs qui sont pas professionnels, justement, qui n'ont aucune expérience, enfin peut-être un petit peu, mais qui n'ont pas forcément d'expérience de tournage. C'est pour ça que les répétitions sont utiles, et aussi en casting. Enfin, du coup, j'avais fait quand même beaucoup d'essais avant, et j'avais vu beaucoup de monde, et en fait, en casting, ça se sent quand même assez vite. En gros, ceux dont tu vas pouvoir faire quelque chose parce qu'il y a une aisance devant la caméra, parce qu'ils aiment bien se mettre en scène, parce que puis tu sens que tu arrives à les manipuler un peu. C'est pas un très joli mot, mais en vrai, ça relève quand même beaucoup plus de ça qu'avec un acteur pro qui est conscient de ce qu'il fait et qui a déjà son personnage en tête quand il arrive sur le plateau. Iman ? Ouais. J'ai pas au lycée avec vous l'année prochaine. Non. Non. Pourquoi t'as plus envie d'aller au lycée? Ouais, c'est ça. En même temps, je comprends. Notamment les maths.
Mais oui, on est. En fait, la plupart des gens, je les connaissais plus ou moins avant, ou en tout cas, on avait fait des essais, des répétitions, des choses, et du coup, les rôles sont aussi un peu écrits sur mesure quand même. Et là, toi, ton rôle, c'était que la mise en scène, tu étais aussi derrière la caméra, comment ça? Non, moi, je touche pas à la caméra. D'accord. Non, moi, je co-écris le scénario avec un scénariste. Après, c'est la mise en scène sur le plateau, et je monte moi-même, un peu. Parce que comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres, j'ai du mal à lâcher la main là-dessus, même si je pense que je devrais le faire, parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais sinon, dans la caméra, non, j'y touche pas. J'ai un chef opérateur. D'accord. Alors, l'équipe, il y avait combien de personnes dans l'équipe technique? Alors, dans l'équipe technique. Donc, à la mise en scène, j'avais un assistant réalisateur qui s'occupait qui s'occupe de coordonner le tournage. Vous me dites si je vous dis des choses que vous savez déjà. Hein. Ouais. Mais en gros, qui s'occupe de gérer le plateau, de faire en sorte... c'est vraiment de l'organisation. Qui choisit un peu dans quel ordre on fait les choses, quelle scène, quel jour, tel plan à telle heure, et puis qui s'assure qu'on ne dépasse pas trop. Il y avait, à la mise en scène toujours, il y avait une seconde assistante de temps en temps. Les scènes notamment, il y a beaucoup de figuration. La scène de la fête, là il y avait quelqu'un pour gérer la figuration et aussi pour un peu les diriger du coup, parce que comme moi je m'occupais des acteurs principaux, je ne pouvais pas en même temps diriger les 50 figurants, donc là j'ai quelqu'un qui s'occupe que de la figuration. Et à la mise en scène avec moi, j'avais aussi une script, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la script. Enfin, la script, c'est souvent des femmes, mais ça change là, c'est en train de changer. Elle est responsable, elle était responsable de la continuité, c'est-à-dire qu'elle prépare le montage, elle fait en sorte, typiquement, le truc le plus basique, c'est les raccords. Elle fait attention à ce qu'il n'y ait pas des faux raccords, à ce que s'il a sa casquette dans le plan d'avant, il faut qu'il l'ait encore dans le plan d'après, ce genre de choses. Mais plus globalement, elle fait vraiment en sorte que le montage se passe bien, donc ça veut dire que les plans soient cohérents entre eux, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème de continuité au montage. Et par ailleurs, c'est le bras droit un peu de la mise en scène, c'est-à-dire que si elle trouve qu'il y a un acteur qui joue pas très juste ou quelque chose comme ça, elle va me le dire, ou je peux lui demander ce qu'elle pense, je peux demander conseil, quoi. Ça, c'est pour l'équipe mise en scène. Dans l'équipe image, il y a un chef opérateur qui est aussi cadreur. Il fait la lumière, enfin, il décide de la lumière et il cadre, c'est lui qui sert la caméra. Il a un assistant qui fait le point. Le point, ça dépend de la distance entre l'acteur et la caméra. Et comme nous, on n'arrête pas de bouger, ça change sans cesse. Donc, c'est vraiment, il est entraîné à l'œil, savoir à quelle distance est le comédien et du coup, à toujours corriger pour que tu n'aies jamais de flou, quoi. Mais normalement, il le fait à la caméra à l'épaule. Surtout que là, comme on faisait beaucoup d'improvisation, là, il le fait à l'œil. Il le fait la plupart du temps à l'œil. D'accord. Et quand il bouge la mise au point, la bague, ouais. Ça bouge pas la caméra, Ça dépend des fois. Sinon, il y a une commande qui est en HF. Il y a une commande qui est en HF et il peut le faire à distance. Ça dépend un peu de la configuration. Si on est dans un endroit très étroit, il va se coller. Sinon, il peut être un peu à distance. D'accord. De la même manière que moi, je suis un peu à distance avec un moniteur qui est pareil, qui est en HF, donc je suis pas câblée à la caméra. Je suis un petit peu, enfin, je suis pas trop loin parce que je suis plutôt près des comédiens que de la caméra en fait. Pouvoir leur parler sans crier. Voilà, sinon à l'image, il y avait un machiniste qui lui est responsable de la sécurité déjà et de tout ce qui est machinerie, mouvement de caméra. Il n'y en a pas beaucoup dans l'âge des sirènes, mais de temps en temps, notamment dans le bar à la fin quand ils se regardent et que vraiment à la toute fin, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Elodie, il y a un échange de regards. Là, il y a un travelling. On est sur des rails en fait et la caméra elle avance vers le visage de Mathis et vice versa elle avance vers le visage d'Elodie, c'est un double pas tout. Bon ça c'est le machiniste qui nous l'avait préparé et il y a un chef électricien qui est chargé lui de brancher tous les projecteurs en fonction des demandes du chef opérateur. Il est responsable de tout ce qui est installation électrique. Souvent je crois qu'il avait un renfort pareil pour les grosses séquences. Ça c'est pour l'image. Au son, il y a une ingé son et un perchman qui prend le son, qui tire la perche.
voilà, je crois qu'il n'y avait pas de déco, ce qui nous a beaucoup manqué. Il n'y avait personne à la déco, donc c'est moi qui me suis occupée de récupérer en amont et gérer sur le plateau tous les accessoires. C'était un peu... Et pareil pour les costumes, on n'avait personne. C'était un choix de faire des économies, mais du coup, c'était un peu... Et sinon, oui, il y a la direction de production. Il y avait, dans la partie production, il y avait une directrice de production qui s'occupe, pareil, de tout ce qui est gestion autour du logement, et puis au-delà, même quand il fallait les autorisations de tournage, les réservations des décors, ce genre de choses. Et puis, il y a la régie qui s'occupe de... pareil, c'est tout ce qui est organisation, c'est les transports des comédiens, c'est, je sais pas, monter un barnum s'il y a trop de soleil pour qu'on puisse monter en dessous, bloquer les routes si on doit tourner sur une route, faire en sorte qu'il n'y ait pas de voiture quand on tourne, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est de logistique autour. Des gens qui sont un peu en dehors du plateau, mais qui gravitent autour pendant qu'on tourne, quoi. Oui, les repérages, je l'ai fait avec... Assez longtemps. Après, bon, comme moi je viens de Normandie, il y avait des lieux que je connaissais bien et que j'avais écrit exprès. La Criée, je la connaissais très bien. Après, s'il y a des choses qu'on aime. Mais je sais pas, 2-3 mois avant, je pense, 2-3 mois avant, on est parti en repérage. Je le fais avec le chef opérateur. Et dans le meilleur des cas, l'ingénieur du son, c'est bien aussi. Qu'il puisse entendre un peu les décors. Et la script, c'est bien aussi, si c'est quand elle peut venir. S'il y a un chef déco, évidemment. Et donc, on a choisi les décors comme ça, je pense, 2-3 mois avant. Puis ça permet aussi de réécrire un peu le scénario en fonction, parce parfois, on choisit un décor et du coup, il faut un petit peu repenser la scène, parce que je sais pas, tel ou tel déplacement, c'est plus possible, ou parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce décor et qu'il faut s'en servir. Par exemple, c'était pas prévu que la scène où il pique une clope à Élodie, c'était pas prévu à l'origine que ce soit dans un petit espace fini. C'est dans une cabine, là. Une cabine de grue. Ça, c'était pas prévu. Et c'est en voyant le décor et tout qu'on s'est dit, tiens, on peut réécrire et qu'il va rentrer dans la cabine. Du coup, ils vont être tout près. Bon, ça, c'est de la réécriture en fonction. Et puis, il fallait qu'on se prépare à la séquence en mer. Voir si Mathis tenait le coup, si on avait le pied marin et tout. Il se trouve que Mathis avait bien plus le pied marin que nous. Enfin, quand je dis nous, je parle de moi et le chef opérateur. Donc tout s'est bien passé. Mais ça, il fallait qu'on s'entraîne un petit peu. Ouais. Que Mathis, il apprenne quelques gestes aussi parce qu'il est plombier en fait dans la vie. Il n'est pas du tout pêcheur, donc il y a plein de choses qu'il savait pas faire. Donc voilà, c'est parti de la préparatoire. Bonjour. Alors moi, j'aurais aimé savoir comment tu avais trouvé l'inspiration pour parler du passage à l'âge adulte dans l'âge de Cyrène. Alors, ça vient... En fait, je pense que ça vient de Mathis, mais c'est parce que... Alors, attends, il faut que je revienne bien en arrière. En fait, j'avais fait un film avant qui s'appelle Comme une grande avec Iman. On l'avait fait quand j'étais encore à la Fémis. Donc, c'était peut-être 2 ans avant, je crois que c'est ça. Et on avait tourné pendant 1 an. Enfin, c'est-à-dire plein de petites sessions de tournage pendant 1 an, et le film racontait en gros la vie d'Iman pendant 1 an. Et parmi donc ses amis, il y avait Mathis, donc avec qui j'avais déjà pas mal tourné et tout ça. Et quand on est arrivé à la fin, donc là c'était plus sur les années collège quoi. Et quand on est arrivé à la fin de ces 1 an de tournage, bon bah c'était un peu triste et tout, et on s'est dit qu'on ferait une suite. Et sauf que moi, je me suis dit que, quitte à faire une suite, j'avais envie de changer de point de vue et que donc, ça m'intéressait un point de vue masculin. Et donc, je me suis dit, on va faire la suite du point de vue de Mathis. Et il se trouve que, en fait, ce qu'ils étaient en train de vivre à ce moment-là, c'était c'est vraiment une problématique de son âge, quoi. Et Mathis, il avait tous ses copains qui partaient sur le continent pour aller au lycée, et lui qui décidait de faire de la plomberie à Noirmoutier, et donc qui allait un peu rester, sur l'île et rester un peu toute seule, enfin en tout cas une partie de l'année, quoi. Et moi, à l'époque, ayant fait mon collège à Noirmoutier, j'ai fait plutôt partie de l'autre bord, quoi. Je suis partie sur le continent au lycée, et en laissant effectivement des copains sur l'île, et c'était assez touchant, je trouvais, d'envisager les choses de l'autre point de vue. Voilà, je pense que c'est venu comme ça, parce que
voulant raconter la suite de cette bande, la suite de l'histoire de cette bande d'adolescents, je voulais m'attacher à leur problématique vraiment, et c'était vraiment ça. Je voulais savoir comment tu avais construit la scène avec le manège et la fête foraine avec la petite musique en arrière-plan, et quelles étaient tes intentions, quel était le message que tu voulais faire passer à travers cette scène? Ah, tu veux dire d'abord quand il l'entend? Oui, puis quand il arrive. Alors, le truc avec cette séquence, en fait, si tu parles en termes d'écriture, c'est que à 2 reprises, bon, c'est qu'il y a ce truc de la sirène un peu, du symbole de la sirène. Je sais pas si c'est ça qu'il y a derrière ta question, mais en fait, à 2 endroits du scénario, ou peut-être un peu plus, mais il y en avait beaucoup dans le scénario, mais dans ce qui reste dans le montage, il y avait des moments où on avait envie de faire un peu allusion à ça, enfin en tout cas de jouer du symbole, et du coup, il y a 2 moments dans le film où elle apparaît d'abord au son, comme quelque chose qui l'attire, comme un chant en fait, et c'était un peu l'idée il entend d'abord la musique, ça l'attire, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il pourrait l'entendre et en avoir rien à faire, mais ça l'attire, et quand il arrive, l'idée c'était pareil, c'était qu'il y ait toujours un petit décalage, un peu onirique. C'est pas grand chose, mais c'est la placer comme ça toute seule sur un manège qui tourne tout seul, c'était pour... ça décale un tout petit peu la scène, c'est pas pareil que si elle mange sur un banc, quoi, et ça la rend aussi un peu insaisissable parce qu'il la voit pas bien, parce qu'elle tourne, et ça la rend aussi particulière, et voilà. Oui, par rapport... En fait, il va de la criée jusqu'à la fête foraine, il passe par un endroit où il y a un grillage, et est-ce qu'il y avait une symbolique ou pas de passage? Non, il n'y a pas de symbolique, mais c'était surtout pour qu'il y ait pour obstruer un peu sa vue, pour qu'il y ait des obstacles. C'est-à-dire quand on a fait les repérages, je me souviens qu'on s'est dit, ah c'est bien s'il passe là parce qu'il entend quelque chose, il cherche d'où ça vient, mais il voit pas bien. C'est pas comme s'il allait en ligne droite vers... il faut qu'il cherche. En fait, il fallait qu'il la cherche un peu avant de la trouver. C'était plus ça l'idée du... Plutôt qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de symbolique du grillage. D'accord. Non, je voulais savoir, pareil, au niveau de la scène où ils sont tous les deux, donc c'est Mathis et Iman, ils sont dans la boue, et qui jouent ensemble, et je voulais savoir tes intentions par rapport à la boue, parce que j'ai cherché, mais j'ai pas vraiment d'explication. Enfin, si il n'y en a pas, mais... Alors, en fait, le truc, c'est qu'à l'origine, j'imaginais une bataille de boules de vase, sauf que de vase plus genre sable. Il y a des endroits où la vase, elle est plus sèche et ça aurait fait comme une bataille de boules de neige un peu. Il se trouve que finalement, on a tourné dans un endroit ultra boueux et que du coup, ça les a vraiment complètement tartinés. Ça, c'était pas tout à fait prévu. Mais l'idée à l'origine, c'était c'était un truc d'enfance. C'était parce que au moment de la disparition de leur truc d'enfance, de leur repère, enfin tu vois, de leur bateau où ils se retrouvent tous et tout, qui est cette espèce de... Et puis c'est aussi le moment où il lui dit qu'ils vont en fait se séparer, enfin que lui il va rester et qu'elle va partir et tout ça, qui est un petit... qu'ils aient envie de jouer comme des gamins en fait, parce que c'est triste, parce que c'est un peu triste de grandir aussi, quoi. C'était un peu ça l'idée. Après, c'était pas prévu qu'ils se roulent à ce point dans la boue, mais je trouve ça super au final parce que... Enfin, j'étais contente finalement que ce soit si boueux parce que du coup, ils en ont vraiment partout et t'as l'impression qu'il veut l'enterrer dans cette espèce de terre et pour qu'elle parte jamais, je sais pas, Dans la dernière scène du film, là, quand ils sont sur le bateau, vous avez mis un filtre en nuit américaine. Et, du coup, pourquoi de nuit et pas de jour Alors, la question s'est posée parce que du coup, effectivement, donc, on l'a tourné du jour, donc qui est une fille américaine. Et donc, j'avais en post-prod, j'avais vraiment le choix de choisir que c'était le jour ou que c'était la nuit. Je voulais qu'il y ait une ellipse par rapport à la scène d'avant, c'est-à-dire que c'était pas tout de suite. Pour moi, c'était pas tout de suite après. Et puis, parce que je trouvais ça un peu... j'aimais bien le côté pas très réaliste de la nuit américaine. Il y avait quelque chose qui, tout d'un coup, parce que je trouve que c'est un moment du film où il y a comme une petite bascule vers un truc un peu plus fiction, un peu plus romanesque, avec la musique et machin. Et je voulais aller à fond là-dedans. En me disant, c'est la dernière séquence, c'est une espèce de virée nocturne entre deux personnes qui ne sont pas trop censées forcément être ensemble. Puis la nuit, tout est un peu plus permis.
Et puis, et c'était pour forcer le trait de cette idée qu'on basculait vers autre chose, vers un autre registre. Parce que tout d'un coup, il y a des travelling, et puis tout d'un coup, il y a de la musique, et ça ne ressemble pas tout à fait à l'esthétique qu'on avait au début du film. Et j'aimais bien, pour finir, qu'il y ait un vrai... voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le mettre de jour, finalement. Ouais, c'était pour couper, quoi. Ouais. C'était pour changer, pour trancher, pour changer de registre. Donc, je voulais savoir quel logiciel de montage vous utilisez. Alors, j'utilise j'utilise Avid. Avid Media Composer. Je ne sais pas si c'est un que tu connais. Si, je connais, enfin, j'en ai entendu parler. Je suis là-dessus. Alors, c'est là-dessus que j'ai appris. Je crois que c'est pas l'avenir. Faudrait que je me mette à Première. Voilà, mais j'y arrive pas. Moi, j'ai l'habitude de mon vieux logiciel et ça marche bien. Mais en fait, j'ai appris là-dessus, mais je crois que Première est en train d'avoir d'être plus à la mode. Mais Avid, c'est bien, c'est très carré. En fait, c'est un truc qui a été inventé pour les vieux monteurs qui étaient habitués à la pellicule. Pour qu'ils soient pas trop perturbés, quoi. Et du coup, c'est pas comme Final Cut où tu peux faire n'importe quoi sur la timeline, tout inversé, tout là, quand tu montes un plan, tu vas le chercher dans ton chutier puis tu le poses. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est difficile à expliquer, mais en gros, ça peut pas être le bordel. Bon, moi j'aime bien ça, mais il faut que je change. Voilà. Ouais, c'est... Parce que vous montez des choses, en fait, là, vous allez réaliser un film bientôt, c'est ça? Oui, un court-métrage. Est-ce que vous utilisez After Effects? Oui, j'adore, mais malheureusement, je sais pas. Non, je sais pas. Vous aussi ou pareil, ça vous... Un petit peu, ouais. Ouais, après, je sais malheureusement pas assez bien m'en servir à mon goût. J'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, mais je me débrouille. Là, par exemple, dans le film que je suis en train de monter, on est censé pouvoir voir assez bien la planète Mars dans le ciel. Et du coup, faut que je l'incruste. Alors, bon, je me débrouille. C'est pas très facile. Dès que ça bouge un peu, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est un peu moche. Mais je me débrouille. Mais sinon, ça me sert... Bon, des fois, ça me sert pour des trucs idiots, genre effacer un micro ou des choses comme ça. Mais si, je m'en sers un petit peu. Là, il faut que je rajoute de la brume aussi à des endroits. Je vais essayer de faire ça. Tu sais, j'aime bien. Il y a plein de... Là, pour le coup, il y a plein de choses à inventer. J'aimerais bien m'en servir mieux que ça. Parce qu'il y a quand même plein d'idées à trouver là-dedans, je trouve. Et du coup, au niveau du montage, c'est combien d'heures pour un court-métrage de montage? C'est pas mal. Ça dépend un peu de la durée du court-métrage. Mais là, moi, je sais pas, parce que là, je prends mon temps parce que c'est mon film et tout. Mais sinon, en moyenne, disons un court-métrage d'une vingtaine de minutes, c'est 4 semaines à peu près. J'ai une question sur la colorimétrie. En fait, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je trouve qu'il y a un jeu pas mal de contraste entre la pluie, la nuit, le jour. Il y a beaucoup de touches de rouge et de bleu aussi, qui rappellent un peu l'univers marin. Je sais pas si c'est voulu ou c'est juste l'univers qui fait que c'était comme ça. Si c'est voulu, c'était comme on avait. Moi j'aurais aimé qu'on le pousse encore plus, mais qu'on n'avait pas de chef déco et ni de chef costumier, mais j'aimais bien le côté couleur primaire. Que ce soit visuellement comme ça, c'est pareil en fait, c'est toujours la même idée que comme ma base d'histoire, c'est-à-dire que pardon, je suis pas très claire. Le scénario il est écrit comme une chronique, il y a quelque chose d'un peu documentaire, il y a des ellipses entre les scènes. C'est pas comme une fiction très serrée où, je sais pas, tout le film se passe sur une journée et du coup une scène découle d'une autre et tout ça. Là, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est un rythme un peu chronique. Et puis comme c'est des non-pros, c'est un jeu assez naturaliste. Et du coup, il y a un aspect comme ça très naturaliste que moi, j'essaie j'aime bien créer un contraste avec des petits éléments formels. Pas sans forcer le trait, mais des petits éléments formels qui ramènent de la fiction. Et je trouve que ça se joue par un choix un peu esthétique d'accentuer des couleurs primaires. Il y a aussi il y a une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où ils sont sur... je suis désolée, il y a des travaux, je ne sais pas si vous entendez ça. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, on entend bien. Ok. En fait, il y a une scène où ils sont sur leur bateau échoué.
Et on avait installé des petits miroirs pour qu'ils aient des reflets un peu bizarres sur le visage. Ce genre de petites choses qui décalent un tout petit peu du côté de la fiction, quelque chose qui s'ancre dans le documentaire. C'est histoire pour moi, c'est une façon de ramener du romanesque dans la vie quotidienne, en fait, que j'aime bien. Et du coup, oui, les couleurs, on y a pas mal pensé. On y a pas mal pensé. Comme la pluie, par exemple, la scène où il pleut la nuit, c'est de la fausse pluie. Et moi, ça me dérange pas que ça se voit. En fait, il y a quelque chose comme ça, un peu. J'aime bien. Je trouve ça crée de la fiction. Voilà. Mais ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé aller plus loin sur les couleurs. Mais c'est bien déjà si ça se voit. Pardon, tu peux pas parler. Le film est un peu comme ça tout le temps. Il y a quelque chose de très presque documentaire, très naturel. Et à côté, il y a quelque chose de très poétique en même temps, de la beauté du naturel en fait. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est exactement ça. C'était de ramener de la poésie dans le réel. C'est exactement ça qu'on cherche. C'est exactement ça qu'on cherche. Je trouve que c'est... Et que lui, ce qu'il vit, en soi, c'est pas une... Tu vois, c'est pas un film d'aventure, c'est pas un film d'action, mais c'est une petite aventure ordinaire, quoi. Mais c'est ce qui me plaisait, moi. Encore fort! Je peux faire quelque chose?